Bien, eh bien, bonjour à tous. Je suis multiplement être heureux d'être là. D'abord parce que l'endroit ne m'est pas inconnu. Le théâtre de la Commune, pour un amateur de théâtre comme moi, c'est pas un endroit du tout inconnu. Et être sur scène ici est quand même assez spécial. Une deuxième raison, c'est que j'ai entendu plusieurs fois le mot création qui manque cruellement en ce moment. La création est quelque chose de tout à fait fondamental. On a cité des gens, mais quand même, la culture coûte cher. Essayez donc l'ignorance, c'est une des très grandes phrases jamais prononcée par quelqu'un de théâtre, hein, bien sûr. Alors, ce que je vais vous raconter est issu, mais n'est pas identique au cours que j'avais donné au Collège de France à ma leçon inaugurale. Et la leçon inaugurale se trouve là, et vous voyez, ça c'est absolument illisible, mais personne ne l'a noté, c'est pas grave. Si vous voulez le trouver, et ça, on rentre direct dans le numérique, vous tapez Gérard Berry sur Wikipédia, et ça vous dit tout de suite où aller cliquer pour trouver le cours inaugural du Collège de France. C'est comme ça qu'on cherche les choses maintenant. Pas depuis longtemps, hein, depuis une dizaine d'années. Ça a beaucoup changé, des moteurs de recherche, on ne se rappelle plus tellement comment c'était avant. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le numérique est véritablement une source de très grands bouleversements, qu'on peut même appeler révolution au sens propre du mot, c'est-à-dire qui met les choses à l'envers. Révolution, faire tourner, qui change complètement les points de vue. Et je ne voudrais pas parler des objets du numérique, on voit là quelques-uns. Vous les connaissez tous, Internet bien entendu, qui est tout jeune. Hein. Le téléphone portable, j'en parlerai, ça change beaucoup de choses. Tout l'audiovisuel qui a complètement basculé en mode numérique. Et vous allez voir que c'est très différent d'avant, etc. Vous voyez, le transport. Et je vais parler aujourd'hui spécialement de sciences et un peu de médecine, ce dont je n'avais pas parlé au Collège de France, mais qui sont des choses qui m'intéressent de plus en plus. Donc tout ceci, ce sont de très grands bouleversements, mais il y a un bouleversement sous-jacent qui est encore plus grand. C'est que le numérique introduit de nouvelles façons de voir et modifie complètement les façons de voir qu'on avait avant sur beaucoup de domaines. Et il produit des fractures de divers types, dont celle dont je voudrais parler à plusieurs reprises, c'est une fracture qui n'est pas une fracture dangereuse, c'est juste comme ça, c'est entre nos enfants et nous. Les jeunes qui sont dans cette salle ont déjà pas l'âge d'être enfants, ils ont connu le non numérique. Mais nos petits-enfants, à l'heure actuelle, ne sauront jamais ce que c'était qu'un téléphone pas portable et des choses comme ça. Et vous allez voir, j'en parlerai à plusieurs reprises, j'ai eu des expériences très intéressantes avec les enfants. C'est surtout ce changement de schéma mental et de façon de voir les choses qui est encore plus important que toutes ces conséquences directes. Parce qu'on en est au début de l'histoire, on n'en est qu'au début de l'histoire. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, et c'est peut-être pas grand-chose comparé à ce qu'on va voir après. Donc il y a deux façons de faire. On peut être contre, on peut être pour. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais surtout ne pas subir, ne jamais subir. Et pour ne pas subir, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez acheter un livre par semaine qui parle des conséquences du numérique et 0 par mois qui parle de quoi il s'agit. Et dans l'enseignement, il y a 0% du temps qui est consacré à de quoi il s'agit. Or, c'est une des parts très importantes de la civilisation actuelle et ce n'est pas fait pour s'atténuer, donc je voudrais essayer d'expliquer de quoi il s'agit et pourquoi ça change le monde. Parce que ce n'est pas évident. Le mot numérique, il parle de nombres. Pourquoi est-ce que les nombres changent le monde? C'est nouveau, ça. Et donc, pour comprendre et pour ne pas être dominé, eh bien, il faut faire une petite plongée dans l'objet. Et en plus, l'objet est extrêmement joli et intéressant et nouveau. Et je vous rappelle, on n'en est qu'à sa naissance. Alors cet objet, c'est aussi une très grande industrie, chose qu'on n'a pas tout à fait compris en Europe. Hein. Ça se passe en Asie et aux États-Unis. Va falloir se poser la question un jour. Hein. Et une grande science, ça aussi, c'est pas très connu. La science informatique est une science en très grand essor. Et je vais en parler un tout petit peu. Alors, les grands jalons de l'informatique, j'ai enlevé tout ce qui date d'avant 95 parce que, à l'heure actuelle, c'est vraiment du passé, c'est plutôt très préhistorique. Donc, ça commence, l'informatique qui nous intéresse ici va commencer à peu près dans les années 95 avec la naissance d'un objet bizarre qui s'appelle Internet, le réseau des réseaux, l'immense réseau. Et le téléphone portable est vraiment important, pas tellement pour les Français parce qu'il y avait déjà le téléphone, mais par exemple en Inde ou en Afrique où il n'y avait pas le téléphone. Ça change complètement tout, parce que la vitesse de transmission de l'information, là-bas, c'était le vélo ou le char à bœuf. Et le téléphone, pour eux, c'est absolument majeur. Donc, dans les années 2005-2015, là où nous sommes à l'époque du sans-fil. Donc, les fils tendent à disparaître et le sans-fil change beaucoup de choses, on va le voir après, de ce qu'on appelle l'informatique nomade, mais surtout, et enfin aussi,
les sciences et la médecine dans lesquelles le numérique prend une place de plus en plus grandissante, surtout les sciences, parce que la médecine, c'est quand même beaucoup une affaire humaine. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, on va le voir. Et ensuite, quelque chose qui va changer en 2015, qui est l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire vraiment partout, et les objets dans le réseau. Alors ça, c'est sous-estimé à l'heure actuelle, pas par les professionnels, mais je pense par la population. Il faut y penser avant que ça devienne dangereux. Ça va ressembler à peu près à ça. On parle de puces électroniques, elles deviennent tellement petites que je les appelle des pucerons. Et donc, il y a une... Tiens, c'est rigolo, mon téléphone que je pensais avoir éteint. Mais non. Mais non, mais non. Et le... Voilà, non, c'est là. Donc, vous voyez, les pucerons sont partout. Et là, j'ai exprès mis des vieux objets, pas des nouveaux objets. Vous voyez, vous avez une guitare. Bon, maintenant, il y a la musique, il y a beaucoup d'électronique dedans. Il n'y a pas que d'électronique, heureusement. Tout l'outillage, la photo, les voitures, les transports de manière générale, tout ce qui est domotique va commencer à exister. Ça n'existe pas encore vraiment. Une télévision moderne, là, ce qu'on appelle la télévision haute définition, c'est un super ordinateur. Ça fait au moins 1 millier de milliards d'opérations par seconde. 1 millier de milliards d'opérations par seconde pour avoir une jolie image sur une télévision. C'est assez surprenant, hein. Et il faut ça. Le Vélib, c'est numérique. Tant que ce n'était pas numérique, ça ne marchait pas. On ne savait pas où étaient les vélos, etc. Les feux d'artifice, très joli exemple d'informatique subtile. Bon, les prothèses médicales, je reparlerai de tout ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que... le télétravail, j'ai oublié. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que le nombre de circuits électroniques dépasse déjà le nombre d'hommes d'assez loin, mais va devenir considérablement plus grand. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs centaines de circuits électroniques par homme, dont normalement beaucoup seront utiles. Ce n'est pas garanti, il faut y veiller, ce n'est pas du tout simple, mais on est dans ces échelles-là. Donc, à l'heure actuelle, Internet va connecter, mettons, 1,5 milliard d'hommes, ou peut-être 2 milliards, mais il va y avoir peut-être 1 000 milliards d'objets sur le réseau au bout d'un moment. Alors, attention, il faut comprendre ce que ça veut dire, quoi en faire, etc. Mais avant de comprendre quoi en faire, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qui va se passer. Alors, un exemple, c'est une voiture. Donc ça, c'est la voiture que j'ai achetée en sortant de l'école, le modèle 20e siècle. Et si vous regardez le modèle 21e siècle de la voiture, c'est essentiellement la même de l'extérieur. C'est-à-dire le nombre de phares, le nombre de roues, ça n'a pas changé. Il y a toujours un volant, ça ressemble beaucoup. Mais par contre, l'intérieur est énormément changé. Et il y a beaucoup de fonctions qui ont été transformées en fonctions informatiques. La plus ancienne, c'est le freinage, l'ABS. Et puis après, il y a eu le contrôle moteur. Alors il faut quand même savoir que si les voitures consomment moins, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que leurs moteurs sont conçus numériquement. J'expliquerai ce que c'est après. Et la deuxième, c'est qu'ils sont gérés numériquement. Il n'y a plus de carburateur. Il y a une injection qu'on dit électronique, mais qui est en fait informatique, et qui va gérer exactement ce qu'il faut mettre comme essence. Et ça a changé de façon massive la consommation. Pas du tout anodine, hein, c'est à peu près un facteur 2. Il y a des choses comme le radar qui va arriver, et beaucoup d'autres choses. Et par exemple, il n'est pas très normal d'avoir des accidents. C'est totalement absurde que 2 voitures se rentrent dedans. Pourquoi ils n'ont pas pu se parler avant ? Hein, les conducteurs ne pouvaient pas se parler parce qu'ils n'ont pas la radio dans la tête, mais les voitures auraient très bien pu se parler. Et ça commence à exister. Et ça va être assez lent parce que c'est compliqué à mettre en place, mais les voitures vont se parler, les voitures vont parler à la route. C'est pas normal que la voiture ne sache pas qu'il y a du verglas sur la route. Les voitures vont parler à la ville, la route va parler à la ville. C'est pas normal qu'il y ait des embouteillages. Ça existe déjà à Singapour et à Sydney, par exemple. Donc vous voyez, le conducteur là-dedans sera un élément important du système, c'est l'élément de décision globale du système, mais il y a tout un tas de choses qui vont permettre d'assurer en particulier beaucoup plus de sécurité. Il y a une quinzaine d'années, on disait, ou 20 ans, on disait, au taux actuel d'augmentation du trafic aérien, il y aura un crash majeur par semaine. Et la réponse, c'est il y a moins d'un crash majeur par an. Et c'est énormément à cause de la numérisation du transport aérien et des avions eux-mêmes que ça a été vrai. Ce n'est pas évident pour les gens, mais le fait que les avions soient pilotés électroniquement et se parlent en vol a réduit de façon absolument massive les accidents. Bien. Alors, pour aller plus loin et aller après dans plus d'exemples, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi le monde est numérique. Parce que que viennent faire les nombres là-dedans? Alors, il y a 4 pans à ça. J'ai marché sur le fil. Ça, c'est de l'analogique. La numérisation de l'information, donc la transformation de l'information en nombres, qui est peut-être le concept le plus difficile à comprendre. La machine à information, il ne faut pas appeler ça ordinateur. Ordinateur,
Ça, c'est une des... Il n'y a pas 5% des microprocesseurs mondiaux qui sont dans des ordinateurs. Il faut que j'arrête de faire ça, sinon ça va se voir. La science et la technologie de la conception et de l'usage des ordinateurs, j'en parlerai un petit peu, et l'espace d'innovation. L'espace d'innovation, c'est vraiment essentiel. Et il se passe quelque chose dans l'informatique qui ne se passe pas dans beaucoup d'autres disciplines. C'est que l'informatique est un jeu de construction, c'est une science de construction. Mes amis médecins, il y en a dans la salle, eux, quand ils se battent avec la médecine, ils ont d'abord des observations qui sont très difficiles à faire, des interprétations très difficiles. Après, il faut mettre au point des médicaments, il faut les tester pendant des années, etc. Les gens qui ont fait les premiers moteurs de recherche, c'était un Français et un Américain, ils ont fait ça pour s'amuser, ils ont fait ça en 2 mois. AltaVista. Vous voyez, il n'y a pas de frein à l'imagination. Quand on a une idée, on peut aller très vite. Des choses comme Facebook, ça a été fait extrêmement vite. Google, ça a été fait par 2 petits jeunes doués, et ça a été fait extrêmement vite. Donc, il y a une distance très faible, parce que ce n'est pas une science d'observation de la nature, mais une science de réalisation. Il y a une distance très faible. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que vous voyez les choses aller aussi vite, et qu'elles ne vont pas aussi vite, par exemple, pour le traitement des maladies, malheureusement. Alors, la numérisation de l'information, c'est la notion clé. Elle a brisé un tabou extraordinairement ancien, qui date des débuts probablement de l'écriture ou même de la pensée humaine. C'était la dépendance absolue qu'il y avait entre type d'information et type de support. Alors, vous voyez, un livre, le texte, les équations, etc., c'était dans des livres, des objets en papier avec une couverture en carton. C'est comme ça depuis bien avant l'imprimerie. Et ben voilà. Alors le son, c'est plus récent, mais le son, c'était dans des disques noirs avec un trou au milieu, des choses qui existent toujours, et qui ont beaucoup d'élégance, toujours avec un sillon. Et bon, ça date du 19e siècle. Et la musique était vraiment liée à ce support, ou peut-être aux bandes magnétiques. Mais vous voyez, c'était des choses totalement disjointes. Hein. Si vous prenez un livre, que vous le mettez sur un tourne-disque, il ne se passe pas grand-chose. Et si vous essayez de lire la musique sur un disque, ce n'est pas terrible non plus. Des choses complètement disjointes. La photographie, eh bien, c'était des procédés totalement différents. Vous aviez ici un appareil photo et puis un papier ou une pellicule avec un système argentique qui allait fixer la photographie. Et ça, c'est aussi assez ancien. Mais il n'y avait pas de rapport précis entre la musique, la photographie et les livres. Et encore moins pour ce qui était des forces. Les forces mécaniques, c'était géré par des engrenages, par des ressorts. Et c'était un monde totalement différent. Et les gens qui s'occupaient de ça ne s'occupaient pas de ça du tout. Ce n'étaient pas du tout les mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé, ça date des années 50, hein, l'idée de faire ça en grand, le fait de coder tout type d'information simplement par des nombres. Alors on dit souvent des suites de 0 et de 1. Mais attention, une suite de 0 et de 1, c'est quelque chose de bête. Mais une suite de 0 et de 1, ça se lit comme un nombre, ici écrit en base 2. Et ce sont des nombres, pas des suites de 0 et de 1. Ça va jouer un rôle absolument fondamental dans toute la suite. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on fait ça, pour des textes, en numérotant les lettres, pour des musiques, en échantillonnant, je vais vous montrer après, pour la photo, pareil, en échantillonnant, pour les forces avec des appareils de mesure, une fois qu'on a fait ça, tous les nombres qu'on obtient peuvent être utilisés de façon complètement identique. C'est ça qu'on appelle la convergence, mais c'est que ce sont les mêmes nombres qui servent à faire la musique, qui servent à faire... Il n'y a pas de différence entre les nombres. Les nombres, c'est les mêmes pour tout le monde. Qui servent à faire la musique, qui servent à faire les textes, les photos, etc. Et qu'on peut mettre sur des supports quelconques. Alors, on peut le faire avec une qualité. Alors, les gens disent, mais il y a une perte de qualité. Non, non, il n'y a pas de perte de qualité. On peut avoir la qualité qu'on veut. L'opération de numérisation décide quelle qualité on veut. Sur le texte, il n'y a pas de perte. Sur la musique, il y en a un peu. Mais en fait, en pratique, il n'y en a pas. On choisit la qualité qu'on veut. Une fois qu'on l'a choisi, alors là, c'est un peu fini. Pas tout à fait, d'ailleurs. Alors, d'abord, on n'y perd pas. On n'y perd pas parce qu'avec ça, avec ces 0 et ces 1, on peut refabriquer les objets d'avant. Vous pouvez imprimer vos livres. D'ailleurs, toutes les impressions de livres sont numériques. Vous pouvez refaire des photos, ça tout le monde le sait. Vous pouvez refabriquer des disques ou bien regérer des forces. Mais évidemment, il y a des objets qui ont très bien résisté, comme par exemple l'impression photographique ou le livre, qui sont toujours là, à peu près inchangés. Puis il y en a d'autres qui ont évolué, qui sont devenus beaucoup plus simples. Donc là, vous voyez le compact disque, qui est formé d'un certain nombre de milliards de trous, hein, c'est jamais que ça. Et ici, les servomoteurs. Alors les servomoteurs, c'est beaucoup plus fin que les leviers ou les ressorts. On peut faire des choses avec qui sont beaucoup plus précises. Et c'est pour ça que tous les avions sont électroniques en particulier. Alors après, on peut aussi dématérialiser encore plus et par exemple supprimer cet objet-là pour le remplacer par les réseaux, ce qui se passe à l'heure actuelle.
Mais il faut bien se rappeler que c'est les mêmes nombres pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on fait pour le numériser? Eh bien, quand on prend un morceau de photo, par exemple, on va le couper en petits carrés, comme ça, qu'on appelle des pixels, et on va associer un nombre à chaque pixel. Donc ici, on va dire que sombre, c'est des petits nombres, et clair, c'est des grands nombres. Donc là, vous avez 57, 133, 192. Quel est l'intérêt? Vous avez, mettons, 10 millions de nombres pour une photo. Quel est l'intérêt? Eh bien, il est énorme. Alors vous allez voir après des grosses surprises, mais déjà tout simple. Vous voulez contraster une photo. Vous voulez qu'elle soit, les blancs soient plus blancs, les noirs sont plus noirs. Avant, il fallait changer de papier. C'était une opération chimique compliquée. Maintenant, vous dites, je vais juste faire des soustractions au petit nombre et des additions au grand nombre. Donc un ordinateur qui est capable de faire quelques centaines de millions de multiplications par seconde, c'est l'inverse de nous. Tout de suite, je mets en place une chose. L'ordinateur, c'est exactement l'inverse de l'homme. Ça sait faire extraordinairement vite des choses sans jamais se tromper. Et ça ne sait absolument pas avoir la moindre création pour l'instant. J'en reparlerai. C'est vraiment l'inverse. Hein. L'image exacte m'a été donnée par une petite fille de 6 ans, à laquelle, quand j'enseignais dans une école, je reparlerai, et qui m'a dit « Je ne comprends pas, l'ordinateur que tu as amené, il me bat toujours aux échecs, mais ça n'a même pas l'air de lui faire plaisir. » Ce qui est une phrase extrêmement profonde, hein, que je ne sais pas démonter de façon simple, hein, je peux vous le dire tout de suite. Voilà. Et puis un son, si vous regardez un son, l'échantillon à un son, c'est comme ça, c'est le volume du son à travers le temps. Quand vous rentrez à l'intérieur du son, si vous dilatez le temps, là vous avez des temps très courts, là, et bien, vous voyez des vagues, c'est connu, le son est une vibration. Et quand vous rentrez à l'intérieur de ces vagues, eh bien, vous avez un dessin suffisamment fin pour pouvoir le trancher en rondelles, comme du jambon. Vous allez le trancher en rondelles, et sur chaque rondelle, vous allez mesurer la hauteur. Et vous allez dire, ça c'est 14 427, c'est plutôt fort, ça c'est moins 7 322, c'est plutôt moyen. Et un compact disque, ce n'est jamais qu'une très longue liste de nombres qui sont des mesures, 44 000 fois par seconde, et une fois pour chaque oreille, des mesures des hauteurs du son. Ce sont des nombres. Bien, et qu'est-ce qu'on y gagne à avoir des nombres? Ah, c'est là que ça commence à être intéressant. On y gagne la notion d'algorithme. Alors, algorithme, ça veut dire procédé de calcul, et essentiellement sur les nombres, puisque tout est nombre. Mais à travers les nombres, sur tout ce qui est codé par les nombres. Et les algorithmes, il y en a deux sortes. Il y a les algorithmes génériques de général, ce qui veut dire que ce sont des algorithmes qui se fichent totalement de savoir sur quoi ils travaillent. Par exemple, quand Internet envoie des 0 et des 1, oui, il envoie des 0 et des 1. Hein, il envoie des 0 et des 1, il ne sait pas si c'est des musiques, etc., ce qui pose beaucoup de problèmes, bien entendu, associés. Il ne sait pas du tout ce que c'est et on peut tout mettre en même temps. Deuxième chose qu'on peut faire, copier à l'infini sans aucune modification. Il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas, je trouve ça merveilleux. Il y a des gens qui m'ont écrit que c'est impossible. Si c'était impossible, il y a longtemps que je ne serais pas là parce que mes ordinateurs ne marcheraient pas. On peut copier à l'infini sans aucune modification une fois que ça a été numérisé. Et ça ne marche pas autrement. Vous faites 20 photocopies de suite, photocopies de photocopies de photocopies, même pas à 20, à 4, il n'y a déjà plus rien. Là, vous pouvez en faire 100 000, mais c'est toujours pareil. Donc ça, c'est une différence massive et qui est due vraiment au numérique. On peut stocker, on peut diffuser, on peut comprimer. Regardez par exemple la télévision, la TNT. Ça utilise moins de canaux que la télévision classique analogique et c'est de bien meilleure qualité avec beaucoup plus de chaînes. Miracle, pas du tout de miracle, c'est compression. Ça veut dire qu'on sait comprimer les images. C'est une opération complexe, difficile, mathématiquement, neurophysiologiquement, mais on sait le faire et on a des facteurs énormes. Ça veut dire qu'en utilisant beaucoup moins de ce qu'on appelle la bande passante, on passe beaucoup plus d'émissions de bien meilleur niveau. C'est complètement impossible en analogique. On a essayé. Le système SECAM, qu'on utilise en France, par exemple, passe le vert tout le temps et le rouge et le bleu en alternance, sequential, séquentiel. Il passe la moitié de vert, la moitié. Pourquoi? Parce que notre œil n'est pas très sensible au rouge au bleu. Donc on arrive à gagner un peu comme ça, mais pas 100 fois. Alors qu'on gagne plus que 100 fois sur la TNT. Donc là, ce sont des calculs numériques qui sont faits à l'intérieur. Et puis il y a aussi des algorithmes spécifiques. Par exemple, quand vous appelez un moteur de recherche, vous allez chercher dans un texte. Alors, ce n'est pas évident. Hein. Un moteur de recherche vous répond en 1/10 de seconde à toute question bête une réponse pas totalement idiote. En 1/10 de seconde, en regardant 16 000, mettons, à l'heure actuelle, 8 milliards de pages. C'est rigolo quand même comment c'est fait ça. Hein. Ça pose des bonnes questions. Alors, si ceux que ça intéresse, il y a dans mon cours un exposé sur comment c'est fait. Hein. Vous pourrez le trouver.
Et puis les sons, les images, on sait les comprimer, les améliorer. Par exemple, vous écoutez les vieux disques de Duke Ellington enregistrés à l'époque du gramophone, et maintenant ça sort avec un son absolument merveilleux, parce qu'on a réussi à défaire les défauts du gramophone. Là, je vais vous montrer ça sur d'autres exemples, etc. Et puis on peut même calculer avec des nombres. Par exemple, évidemment, les opérations comptables se font, c'est des nombres plus directs que la musique, se font comme ça. Alors, algorithme, ça veut dire quoi? Ça ne vient pas du grec, contrairement à ce que certains pensent. Ça vient de M. Al-Khwarizmi, qui habitait Khorezm, qui est une ville à l'époque en Perse et qui est maintenant en Ouzbékistan. Et voici une photo de la tombe d'Al-Khwarizmi, qui a vécu dans les années 800 et qui a inventé... Alors, ce n'est pas lui qui a inventé l'algorithme, parce que l'algorithme vient de son nom, du latinisation algorithme de son nom, et qui a écrit un grand traité sur la résolution des équations qui s'appelle Al-Jabr. Al-Jabr, ça veut dire la réduction, c'était la réduction des fractures, c'est le même mot, la réduction des équations à des choses plus simples. Et ce traité a donné algèbre, donc c'est quelqu'un de très vénéré pour nous, Al-Khwarizmi, qui est vraiment le créateur de tout ça, et qui avait des précurseurs. Voilà, alors regardons pourquoi ça change les choses complètement. Alors petits exemples, et puis vous allez voir que les petits exemples peuvent aller vraiment très loin. La téléphonie. Avant la téléphonie, à l'époque de Graham Bell et après, c'était assez simple, il fallait fabriquer un fil continu pour aller d'une personne à l'autre. Et s'il y avait 6000 km, il fallait que le fil fasse 6000 km, on n'y coupait pas. Hein. Donc il y avait des centraux à main, il y avait des centraux mécaniques et tout ça qui faisaient ça. Donc quand vous aviez une communication, elle passait, il y avait ici 2 communications différentes, passaient par 2 fils différents. Et donc ça faisait beaucoup de cuivre entre les centraux, c'était quelque chose de très lourd et de très compliqué. Dans les années 70, on a passé ça en numérique. On a passé ça en numérique, et l'idée, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a transformé la voix en nombre, on n'est plus du tout forcé de la passer dans les temps. Donc on peut couper la voix en rondelles, vous voyez, c'est une forme de rondelle, ça s'appelle des paquets techniquement. Par exemple, des paquets de 1000, 0 et 1 à peu près. Et on va mélanger, ce qu'on appelle multiplexer, les rondelles de cette communication-là avec les rondelles de cette communication-là dans le même fil. Et dans un seul fil, on va pouvoir faire passer énormément plus de communication. Et on n'a pas besoin de cette continuité. On a cassé la dépendance physique. Alors après, comment reconstruire à l'autre bout? C'est technique, je ne vous raconte pas, mais enfin, ça se fait, ça s'apprend. Et ce n'est pas tellement compliqué. Alors ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois qu'on a eu cette idée de couper en rondelles, qui est une idée très fondamentale, et vous voyez, de ne pas répartir les rondelles également, eh bien on peut enlever le fil aussi, et on peut passer en l'air, et ça c'est la communication sans fil. Techniquement c'est compliqué, mais l'idée qui est derrière c'est juste ça. De couper en rondelles des nombres. Tout Internet c'est couper en rondelles des nombres. Point final. Bon, c'est bien. Mais regardez ce qu'on peut faire avec ça. Ce qu'on commence à faire, par exemple, c'est à larguer des dizaines de milliers de petites noisettes, par exemple dans les forêts ou dans les océans. C'est des petites choses autonomes, avec des émetteurs radio, et avec par exemple des thermomètres ou des choses pour mesurer leur position. Et ces choses qu'on lâche vont tomber par terre et vont se mettre toutes seules en réseau. Ça, c'est très joli techniquement, comment on fait ça. Vous voyez, vous avez vos réseaux sans fil, mais là, il n'y a pas de centrale, il n'y a pas d'antenne relais et tout. Elles se mettent toutes seules en réseau, éventuellement par milliers, et hop, elles vont pouvoir transmettre leurs mesures, par exemple, pour surveiller des forêts ou pour surveiller n'importe quelle chose. C'est absolument majeur pour l'écologie du futur. Donc ça, c'est les mêmes techniques que sur Internet. Hein. Et par exemple, comprendre ce que c'est que les océans, c'est quelque chose qui intéresse énormément les spécialistes du climat. Vous voyez donc notre téléphonie mobile. Alors la téléphonie mobile, pour montrer combien ça a changé de sens, pour les enfants, par exemple, j'ai plein d'histoires assez rigolotes, mais la dernière que j'ai apprise est sympa, c'était un gamin de 6 ans, le fils d'un ami, qui se baladait avec son père sur la plage, et il a vu un nageur avec un tuba. Et il a dit à son père, t'as vu, il a un portable qui marche même dans l'eau. Pour vous montrer à quel point c'est devenu prégnant dans l'univers des enfants. Les adultes ont eu un peu de mal à s'habituer, mais les enfants, ils ne connaîtront jamais un monde sans le numérique. N'oubliez pas ça. Pour eux, il y a la mer, la montagne, le numérique, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas un monde étrange pour eux. C'est très important parce que c'est les enfants qui font le monde, qui vont faire le monde. Alors la photographie, tout le monde achète un appareil photo numérique et pense que c'est plus ou moins la même chose qu'un appareil photo d'avant. Alors je vais vous montrer que ce n'est pas vrai du tout. C'est beaucoup plus malin. Voilà par exemple un grand angle. Donc ça, c'est des objectifs qu'on aime bien, les photographes. C'est des grands angles, ça prend sur une grande largeur. Ça a un défaut, c'est que ça distord beaucoup.
Puis avant, quand on avait ça, ben voilà, la photo, elle était comme ça. Avec un appareil numérique et les bons calculs numériques derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, ben, cette distorsion, on la connaît d'avance parce que l'objectif, on le connaît. Donc on peut la défaire. Donc on fait retour chariot, on attend un peu et voilà ce qui sort. Ça, c'est absolument automatique. Donc ça, c'est fait par une société française, dans le cas précis. Les premiers à avoir fait ça, qui s'appelle DxO. Il y a aussi un séminaire dans le cours du Collège de France du directeur scientifique de cette société, si vous voulez en apprendre plus. Donc vous voyez, c'est quand même pas tout à fait anodin. Hein? Comme les défauts, on les connaît, on peut les défaire. Ah, mais ça veut dire aussi qu'on peut révolutionner l'optique. Parce qu'avant, les gens faisaient des objectifs gros et compliqués pour essayer de distordre le moins possible. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça fait? Ça nous embête. Parce que ces objectifs gros et compliqués, ils sont très compliqués, donc les distorsions qu'il faut sont très compliquées. Donc c'est très casse-pied de les enlever. Ce serait beaucoup plus simple de faire des objectifs stupides, bien moins chers, beaucoup plus légers, qui distortent bêtement, et comme ça, on pourrait dédistordre bêtement. C'est ce qu'on fait sur les téléphones maintenant. Alors voilà une photo, par exemple, un peu terne, une photo sympathique, mais un peu terne. Et donc, ce qu'on va faire maintenant numériquement et sans aucune intervention manuelle, c'est ressortir tous les contrastes, mais attention, de façon extrêmement astucieuse. C'est-à-dire que, par exemple, les blancs ne sont pas touchés par ça. Donc, on va faire ce qu'on appelle une segmentation de l'image. On va aller trouver les morceaux qu'il faut éclairer et on va retrouver la lumière dans l'image. Ce n'est pas une vraie image, mais c'est comme le théâtre. Le théâtre n'est pas de la vraie vie. C'est ce qui vous fait comprendre ce que c'est que la vraie vie. Donc, une photo, c'est ce qui vous fait comprendre ce que l'auteur de la photo voulait montrer. Ce n'est pas une photo exacte. Alors aussi des photos, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, vous savez, tous les gens qui font des photos dans le théâtre savent bien ça, quand il n'y a pas de lumière, il y a beaucoup de bruit. Alors là, avec des jolies mathématiques, eh bien, on enlève le bruit. On ne peut pas tout enlever, mais on peut aller à faire des choses absolument fantastiques. Et puis, quand vous avez une belle photo de cathédrale, vous voyez, le vitrail est à peu près correct, mais le reste ne va pas du tout. Eh bien, vous allez sortir ça, c'est dans le vitrail est toujours aussi correct, mais le reste, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'était complètement impossible avant. Donc ça veut dire que la photo numérique n'est pas du tout une photo argentique en moins cher. C'est une photo complètement différente, dans laquelle on joue à des jeux différents. Alors, il y a même des choses très belles. Par exemple, il y a un laboratoire aux États-Unis où vous prenez d'abord la photo et après vous décidez qui vous voulez qu'il soit net dessus. D'accord? Lui, je les veux net. Ah, ça, c'est des belles maths, c'est très très joli. Il s'appelle Fredo Durand, c'est un Français immigré au MIT, et c'est vraiment très beau. Vous voyez, on a une façon de penser qui est complètement différente. Alors, la cartographie. Voilà un petit village que je connais bien dans les Alpes, et voilà une photo aérienne. Sauf que cette photo n'a jamais été prise par personne. Cette photo a été calculée à partir des cartes et des photos satellites. D'accord? Vous connaissez ça, Google Earth par exemple. Alors évidemment, pour un géographe, c'est récent et c'est assez surprenant parce que faire ça à la main, c'est pas très possible. Et Google Earth, c'est quelque chose d'assez frappant. Une autre histoire de gamin, je faisais cette conférence à des amis à l'association des écoles Montessori de France. Et un enseignant me dit, mais l'autre jour, j'étais en train de regarder sur Google Earth, moi je découvrais, et j'étais avec mes gamines de 7-6 ans, et je leur dis, regardez, on voit la maison. Alors les gamines lui disent, bah oui, papa, c'est Google Earth. Mais regardez, on s'approche, on voit la voiture. Ben papa, c'est Google Earth. Et là-bas, je suis dans le jardin. Mais papa, pendant 2 jours, elles se sont promenées avec lui et lui ont dit, oh papa, regarde une vache, oh papa, regarde une maison. Donc elles ne comprenaient pas qu'il pouvait être aussi naïf. Hein? Et pourtant, Google Earth, c'est quelque chose, ou c'est l'analogue, hein, il y a Géoportail en France, l'analogue de ça, ce sont des choses qui sont tout à fait compliquées, c'est des jolies mathématiques, mais c'est tellement évident quand on le voit. C'est tellement évident. Alors, comme c'est aussi évident, ça peut avoir des dangers. Les choses évidentes ont des dangers. Hein? Mais ça révolutionne beaucoup de choses. Par exemple, la géologie, l'agriculture, etc. sont complètement révolutionnées par ces techniques-là. Alors, on verra d'autres exemples plus tard. Mais vous voyez, ce sont des changements de point de vue fondamentaux. Reprenons la carte là. Avant, quand on achetait une carte, on avait la carte au millionième, la carte au 200 millième, la carte au 25 millième. Maintenant, on a une carte. Et on zoome dedans. Avant, quand on ouvrait une carte, la première occupation à faire, c'était de savoir où on était. Maintenant, quand on ouvre une carte, la seule chose qu'on sait, c'est où on est. D'accord? Il faut savoir où elle reste. Donc, ce sont des inversions mentales complètes. Donc, tous les schémas mentaux qu'on a appris sont retournés. C'est ça, révolution.
Hein, donc, ce n'est pas anodin du tout. Ce n'est pas arrivé souvent, ce genre de choses à cette échelle-là. Quand on prend un téléphone portable pour appeler quelqu'un, on lui dit « Où es-tu » Avant, quand on appelait quelqu'un, on savait que s'il répondait, il était chez lui. C'est très différent, c'est très différent. Bien, alors qu'est-ce qui fait marcher tout ça? Ce qui fait marcher tout ça, c'est la machine à information, ce qui est bien plus général que l'ordinateur. L'ordinateur, ça pourrait être un objet dans votre disparition dans pas si longtemps, sauf que ça sert de télé aux jeunes. Il ne faut vraiment pas que je fasse ça. Sauf que l'ordinateur sert de télé aux jeunes à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, la machine d'information, il y a 4 composants. Il y a des composantes matérielles, les circuits, les disques, les réseaux, les capteurs qui font des progrès fantastiques. Par exemple, les disques sont passés de 1 mégaoctet à 1 gigaoctet, puis à 100 gigaoctets ou 1 téraoctet, grâce à l'invention de la magnétorésistance géante par Albert Fert, entre autres, qui a eu le prix Nobel l'année dernière, il y a 2 ans. Le matériel, le logiciel, l'interface homme-machine, qui est souvent quelque chose qui n'est pas très très bien fait. J'ai mis longtemps à extraire mon premier Vélib. Heureusement, il y avait un gamin à côté qui m'a expliqué comment on faisait. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a un endroit où on ne sait plus du tout ce qu'il faut taper. Mais il y en a d'autres. Hein. Dans le site d'Air France, dont je me sers souvent et que j'aime bien, il y a 5 endroits pour taper la même information de 5 façons différentes. Hein. Quand vous la tapez une fois, si vous voulez faire autre chose, il faut retaper différemment. Et puis les bugs. Les bugs, ça vient avec l'informatique. Il ne faut pas ignorer ça. Tous ceux qui ont ignoré ça en sont morts. Le bug, ça vient avec l'informatique et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors tout ça, ça fait quelque chose de totalement invisible. Ce qu'il y a dans votre appareil photo, vous ne le voyez pas. Vous voyez la carcasse, mais ce qu'il y a, vous ne le voyez pas. Ce qu'il y a dans un lecteur MP3, vous ne le voyez pas. C'est complètement invisible. Ça, c'est un gros problème. Justement, si on a un objet invisible, donc déjà, on ne sait même pas qu'il est là, d'où problème de dépendance. Par exemple, vous ne savez pas si votre téléphone n'est pas en train d'écouter ce que vous faites pendant que vous ne parlez pas dedans. Hein. Et il n'y a rien qui vous dit qu'il ne le fait pas, hein, franchement. Sauf que là, il est éteint. Et encore, parce que je suis sûr. Bien. Alors les circuits, d'abord, ça c'est le moteur. Hein. Alors le moteur est extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé là-dessus personnellement. Voici un Pentium ici. Donc un circuit, ça c'est un circuit de taille moyenne à l'heure actuelle qui va donc faire 500 millions de transistors, celui-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit de taille moyenne. C'est un Pentium de l'année dernière, donc un Core 2 Duo. Ça fait à peu près 1 cm². C'est très hétérogène. Vous voyez, il y a plein de choses différentes là-dedans. Beaucoup de mémoire, puis plein d'unités de calcul, etc. C'est extraordinairement compliqué à faire. J'y reviendrai. Et ça obéit à une loi très spéciale de l'industrie. Il n'y en a pas eu beaucoup comme ça, qui s'appelle la loi de Moore, qui est toujours valable et dont tout le monde me prédit la fin dans 2 ans, tous les ans, depuis que je suis petit. Donc, 70, ça a commencé. Premier circuit, 4000 transistors à peu près, $1 par transistor. Montons, donc c'est en échelle logarithmique, donc ça fait une exponentielle. Et là, on en est à l'heure actuelle, donc on est à 2006, là, l'Itanium 2 d'Intel, donc c'est un peu 1,5 milliard de transistors, 1 millionième de dollar de transistor. Si vous faites la multiplication, vous voyez que le circuit n'a pas changé de prix. Et ça va continuer. Donc, pourquoi ça va continuer ? Parce que c'est une loi qui est décidée, ce n'est pas une loi qui est constatée. Ça veut dire qu'en ce moment, on est en train de fabriquer des usines pour faire 10 milliards de transistors. Et là, il se passe quelque chose. Alors tout le monde dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ah, il se passe une inversion intéressante. Vous pensez bien qu'avec 4000 transistors, on ne faisait pas grand-chose. Donc il fallait se battre pour rentrer au tournevis le maximum de calcul. Jusque-là, ça a été compliqué. Là, c'était encore compliqué. Et là, en ce moment, on assiste à une jolie inversion. C'est on ne sait plus quoi faire de tous ces transistors. Avant, on ne savait pas. Il n'y avait pas assez de transistors pour faire ce qu'on voulait. Maintenant, on n'arrive plus à savoir quoi faire de ces fichus transistors. Et c'est pour ça qu'on vous met 4 Pentium dans une puce, et bientôt 8, 16, 32, 64, 1000. Vous aurez 1000 microprocesseurs dans votre puce, simplement parce qu'on ne sait pas faire autrement. Hein. On ne sait pas faire autrement, il n'y a pas moyen. Et par contre, on n'est pas encore clair du tout sur qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. C'est un des grands problèmes de recherche actuels. Est-ce qu'on va vraiment arriver à s'en servir ? Ce n'est pas grave, avec ce qu'on a, on est déjà pas mal. Mais vous voyez, cette loi-là est due à l'amélioration de la physique, des outils de dessin, etc. Alors voilà un circuit vu, voilà des fils dans un circuit. Alors ça, c'est des nanomètres, hein, c'est des milliardièmes de mètres. Hein. Et vous voyez, les fils, c'est assez bizarre, c'est des tas de couches et ça ressemble à ça, c'est des espèces de montagnes. C'est fabriqué avec des procédés photographiques. Il y a une conférence dans le cours
par quelqu'un de Cadence, qui est des grands outilleurs de circuits, et c'est fabriqué par un procédé photographique. Mais vous voyez, vous êtes en train d'imprimer, disons, une bonne dizaine de milliards de petits traits en photographie sur 1 centimètre carré. Ce n'est pas de la photographie de débutant, hein, c'est de la haute résolution. Voilà un objectif. Un objectif photo comme ça doit valoir à peu près 15 millions de dollars et peser 250 kilos. Et on le fait dans l'eau parce que l'indice de réfraction est meilleur. C'est une drôle d'industrie. Alors, c'est une drôle d'industrie dont l'avenir n'est absolument pas clair à l'heure actuelle. La réduction de taille peut continuer, mais le problème, c'est le chauffage. Le problème, c'est, 1, ça bouffe la pile, et 2, ça chauffe la pièce. À l'heure actuelle, ça commence à être un problème écologique. Et les projections, comme d'habitude, les projections extrapolées, disent que si on ne fait pas attention, ça pourrait devenir 50% de la facture électrique mondiale. Donc c'est complètement sérieux comme problème. À l'heure actuelle, on dit, je ne sais pas si c'est complètement exact, on dit qu'une requête Google, c'est à peu près une tasse à café. Ou peut-être 2 requêtes Google et une tasse à café. Un personnage de Second Life, un personnage virtuel de Second Life consomme plus d'énergie qu'un habitant du tiers-monde. Vous voyez, il faut penser à ça assez sérieusement. Partie des choses qu'on oublie. Alors donc, maintenant, la réduction va continuer, mais c'est l'économie qui ne va plus continuer, parce que le coût des usines augmente dans des proportions terribles. À l'heure actuelle, c'est plutôt 3 milliards de dollars le ticket pour une usine, et ça va monter à 20, ce qui fait qu'il n'y en aura plus en Europe. Il n'y aura plus d'usines en Europe, il n'y en a déjà plus beaucoup. Il n'y en aura plus qu'en Asie et aux États-Unis. Bon, et puis, je ne vais pas détailler le reste, mais c'est une industrie lourde, c'est certainement l'industrie la plus lourde du monde à l'heure actuelle, ce qui est un énorme problème. L'objet est tout léger. La complexité de conception d'un circuit genre Pentium est à peu près la même que celle d'un avion, d'un gros avion. Hein, c'est une industrie horriblement intellectuelle. Bien, ceci dit, ça marche bien. Alors le logiciel, je vais en parler peu parce que je vais aller sur les bugs. Le logiciel, c'est quoi? C'est qu'un circuit, ça fait que des choses totalement stupides. Tout ce que ça sait faire, c'est prendre quelque chose et le mettre à côté, ou alors prendre quelque chose, lui ajouter 1 et le mettre à côté, ou des fois prendre quelque chose, le multiplier par autre chose et le mettre à côté. C'est tout. Donc vous vous rendez compte, avec ça, pour faire un coup de téléphone, il va falloir un certain nombre. Donc un coup de téléphone, dès que vous téléphonez, vous faites quelques centaines de milliards d'opérations. Hein. Faut avoir du respect pour ces petites bestioles quand même, c'est sympa. Sans jamais se tromper. C'est hallucinant. Sans jamais se tromper. Ça, c'est vrai en plus. Donc le logiciel, c'est quoi? C'est dire quoi faire dans absolument tous les détails. Cette machine étant totalement obéissante, conscience professionnelle absolue, stupidité intégrale, il faut tout lui dire. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut lui dire dans des millions de lignes. Par exemple, le programme qui fait voler, enfin le programme qui pilote un A380, si vous l'imprimez en listing, à mon avis, il faut la scène en largeur, en hauteur et tout ça. Hein, ça ne s'emmène pas dans sa voiture. Hein. D'ailleurs, personne ne le fait jamais. Et il n'y a pas de loi de Moore, c'est-à-dire tout ça, c'est encore très très manuel. Alors voilà un bout de ma production 2003. Vous voyez, encore on met des couleurs pour que ça ait l'air joli, mais c'est à peu près aussi passionnant que ça, donc je ne vous raconte pas les détails. C'est très technique. Et on ne sait pas programmer de façon non technique à l'heure actuelle, j'en parlerai après, c'est un grand enjeu. Alors pas toujours, voilà par exemple les programmes qu'on fait pour piloter des avions. Donc ça c'est ce qu'on fait dans la société où j'étais avant. Et il ressemble à ça, c'est des dessins. En fait c'est des dessins de ce qu'on appelle l'automatique, une branche des mathématiques. Et ça, avec ça, on va fabriquer automatiquement les codes qui volent vraiment dans les avions. Bon. Et les codes, c'est pas rien. C'est-à-dire, si vous prenez un 380, vous avez le pilotage, le contrôle des moteurs, le freinage. Vous savez, quand vous freinez ça, vous avez à ce que l'ABS soit assez bien, parce que si vous dérapez sur ces choses-là, c'est pas terrible. Énormément de choses. Même la climatisation est très critique, parce qu'il pourrait y avoir des cyclones. L'objet est tellement grand. Vous voyez, vous prenez un objet très grand avec le nez très chaud et la queue très froide, c'est pas terrible pour les courants d'air. Hein. Donc la climatisation, c'est très dur. Le bug. Donc venons-en tout de suite, parce que ça, faut connaître, ça, faut chasser, il faut comprendre, il ne faut pas se laisser démonter, les gens sont surpris. L'informatique est quelqu'un qui surprend toujours tout le temps, alors que c'est totalement prévisible. Il ne faut pas être surpris par du prévisible, c'est une perte de temps. Le bug, ce n'est jamais une défaillance de l'ordinateur, c'est toujours un comportement anormal du système qui est dû à une défaillance du concepteur. Strictement toujours. Une machine fait exactement ce qu'on lui a dit, surtout quand c'est une bêtise. Le coût annuel est total et est énorme, et je vais vous dire un petit bug grande conséquence. Alors, on va voir après. Alors, j'ai cherché longtemps comment expliquer qu'est-ce que c'était qu'un bug, parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça existe peut-être en génétique, dans la réplication de l'ADN, mais il y a plein de mécanismes de correction qu'on n'a pas la chance d'avoir pour l'instant. J'en reparlerai.
Alors voilà, vous êtes à Manhattan, par exemple, on a pas ça à Paris, hein, une ville qui ressemble à ça, et puis vous dites, voilà, j'habite là, et je vous donne un itinéraire à quelqu'un qui est ça. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on donne à une machine, hein. Tout droit, à droite, à gauche, tout droit, à droite, tout droit, tout droit, etc. Alors, c'est pas compliqué, il suffit à marquer. Alors, sauf que pensez que pour un ordinateur, cette chaîne-là, elle va faire quelques centaines de millions de longs. Alors maintenant, supposez que vous fassiez une erreur, ce qui n'est pas dur dans quelques centaines de millions de longs. Par exemple, vous vous trompez en changeant ce T en D, juste ça, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez n'importe où. D'accord? Si vous faites une autre erreur, une seule encore, c'est la lettre d'après ou deux lettres après, hein, vous allez à un autre n'importe où. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ordinateur, avec sa conscience professionnelle extraordinaire, est un amplificateur de bêtises. Vous lui avez fait prendre une mauvaise décision, il vous l'amplifie en continuant tout bêtement comme s'il avait pris la bonne. Hein? C'est une paire de claques, ça. Non, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais mon Dieu, un ordinateur, ça prend des dizaines ou des centaines de millions de décisions par seconde. Donc si à la première, ça part en vrille, il y a un danger. Oui, il y a un danger. C'est vraiment vrai. Les informaticiens le savent, il n'y a que les naïfs qui pensent que leur programme marche. Les autres, ils sont de plus en plus prudents avec l'âge. Heureusement, on a les techniques pour lutter contre ça. Travaux pratiques. Vous avez, par exemple, le système de réservation de la SNCF qui est tombé en panne tout le 29 juillet de l'année dernière. C'est pas terrible comme idée. Les ordinateurs qui se plantent, ça, tout le monde connaît. Ce qui est plus subtil, c'est des tout micro-bugs à l'intérieur, par exemple, d'Internet Explorer. Des trucs comme une chaîne de caractères dont on a dit qu'elle faisait 6 de long au lieu de 5, suffisent aux hackers pour prendre le pouvoir sur votre machine en exploitant ces bugs. C'est assez malin, c'est pas facile à faire. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des releases de software dans les appareils photo. C'est-à-dire, ça dépend des marques, mais tous les 2 ou 3 mois, vous avez une nouvelle version qui corrige des bugs. Alors des fois, ça casse les appareils photo, hein. Il y a eu un cas assez récent qui était joli, je pourrais vous le raconter. Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est de voir un garagiste devant une voiture moderne, où il y a des tas de trucs en train de clignoter, et puis les garagistes qui regardent les pneus en disant ils sont bons parce qu'il y a une panne dans le software. Alors maintenant, il y a des prises pour télécharger la nouvelle version, donc il y aura d'autres bugs après. Les voitures ne sont pas du tout faites avec le même sérieux que les avions. Ariane 501 a explosé à cause d'un bug absolument mineur dans un programme qui servait d'ailleurs à rien du tout. On en lançait 100 de suite et pétait tout au même endroit, hein, il n'y a pas de problème. Il y avait un bug dans la division du Pentium. Il se trouve que la division est une opération horriblement compliquée. Donc le premier Pentium avait un bug, ça a coûté 470 millions de dollars à Intel, cette histoire. Bon, c'est sérieux les bugs. Alors heureusement, il y a une science qui essaye de les corriger. Donc la science informatique, je ne vais pas en parler beaucoup parce que tout le cours était là-dessus. Donc là, vous avez toutes les références possibles. 3 branches, théorie de l'information, comment coder et transporter efficacement. C'est dû à Shannon dans les années 50. Pour montrer que la pluridisciplinarité n'est pas toujours là, Shannon était au Bell Labs, des laboratoires cloches de Graham Bell, aux États-Unis, et dans un bâtiment. Et dans l'autre bâtiment, il y avait les inventeurs de l'ordinateur. Ils ne se sont jamais parlé. Et ils ne se connaissaient pas, en fait. Et donc, il se trouve que il y a eu des progrès majeurs faits par un Français, Claude Bérou, et Alain Glavieux, qui est malheureusement décédé, qui ont révolutionné un peu cette science-là et donné des moyens extraordinaires qui sont utilisés maintenant dans le 3G, dans les ADSL2, etc. Une science qui s'appelle l'algorithmique est une immense science, un prolongement naturel des mathématiques, calculée vite et bien. Il faut comprendre que les mathématiques ont été inventées après les algorithmes. Les preuves des Grecs, par exemple les théorèmes de Pythagore, ce n'étaient pas des preuves qui sortaient de rien. Les Grecs démontraient la correction de méthodes de calcul, donc d'algorithmes qui étaient déjà connus bien avant. Donc les mathématiques ont été inventées pour justifier les algorithmes. Théorie de la programmation, alors ça c'est un peu ma spécialité, c'est comment pas faire de bugs. Et comment vérifier, alors de préférence avec d'autres programmes, parce qu'on est flemmard, qu'il n'y a pas de bugs. Donc en informatique, on passe beaucoup de temps à écrire des programmes qui s'occupent des autres programmes. Bien, alors voilà tout un tas de gens comme Euclide, Archimède, Brahmagupta qui savaient tout sur les nombres négatifs en 600. Tout ça, c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens que j'embaucherais bien. Moi, j'aimerais bien bosser avec eux. Malheureusement, ce n'est pas possible. Exemple de choses qu'on fait, vous avez un programme qui conduit un ascenseur et vous allez démontrer mathématiquement, et pas à la main,
automatiquement qu'il ne peut jamais voyager à la porte ouverte. Quand vous le testez, vous savez, jusqu'à maintenant, il n'a jamais voyagé à la porte ouverte, mais rien ne vous dit que demain, ce ne sera pas vrai, parce que le nombre de cas est gigantesque. Et donc ça, c'est des choses qu'on sait faire mathématiquement. Démontrer qu'il ne voyage jamais à la porte ouverte. Ça, on y arrive bien. Par contre, démontrer qu'il va ramasser les passagers, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas intuitif, hein. C'est moins grave. D'abord parce qu'il râle beaucoup plus vite. Là, il ne râle plus, malheureusement. Alors, je voudrais parler d'informatique en sciences. Ça, c'est moins connu et ce n'était pas dans mon cours du collège, donc c'est un peu nouveau. Il y a une très belle phrase d'un prix Nobel de physique qui s'appelait Eugène Wigner qui dit « Les mathématiques ont une réussite insolente en physique ». C'est une traduction un peu libérale de l'anglais, mais je pense qu'elle est assez juste. Alors, qu'est-ce que c'est les mathématiques en physique? D'abord, en physique, on observe. Après, on met en équation. Ça, c'est le mot-clé. On écrit des équations. Après, les humains résolvent les équations. Et ça, c'est dur, mais bon, on y arrive. Et ils font de la logique pour ça. Et puis après, on regarde avec les observations si on n'a pas fait n'importe quoi. Alors, intérêt, évidemment, c'est que les équations, c'est tout petit. Voilà ici les équations de la gravitation. F égale gravité multipliée par produit des masses sur la distance au carré. Voilà les lois de Coulomb sur l'électricité. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Sauf un signe du coefficient près, c'est les mêmes. C'est-à-dire, vous voyez, les mathématiques vous unifient ces concepts-là. C'est ce qu'ont fait les physiciens depuis toujours. C'est formidable, ça marchera très bien. En informatique, on va passer 3 étages au-dessus. Pourquoi? Parce que d'abord, on a des instruments numériques. Je vais vous les montrer. On peut faire des expériences d'un autre type, qu'on appelle souvent expériences virtuelles, mais le mot n'est pas très joli, elles sont très réelles, ces expériences. On peut modéliser non pas par mise en équation, mais par mise en calcul. On a l'ordinateur. L'ordinateur, il ne sait pas faire que des équations, il y a plein d'autres façons de calculer. On sait calculer à très grande échelle. On sait faire du raisonnement logique à très grande échelle. Donc là, les humains n'ont plus leur chance. On ne parle plus du même chose. Les humains ont l'intuition, eux. On sait faire d'immenses statistiques. Et puis, il faut quand même valider. Et puis, attention, c'est comme en physique, comme avant. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est vrai. Il ne faut pas confondre l'envie et la réalité. Alors, exemple, on avait vu la cartographie fondamentale en géologie, sismologie, astronomie. Maintenant, on fait la cartographie de l'intérieur de la Terre, en tapant dessus, avec des tas d'autres moyens, etc. On fait des grandes expériences numériques. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, en aérodynamique. L'A380 n'a pas eu de maquette. Il a été fait, le 777 non plus. Ils ont été faits entièrement en soufflerie avec la technologie de Dassault Systèmes, une technologie française qui s'appelle CATIA. Ils ont été faits entièrement au sol, en soufflerie. Et j'ai discuté avec l'aérodynamicien, un aérodynamicien qui avait travaillé dessus. Après le premier vol de l'Airbus, je lui ai dit comment s'est comporté l'avion. Il m'a dit très bien, il est pratiquement conforme au simulateur. Eh oui, ça veut dire que l'objet le plus important, c'est le simulateur, parce que c'est lui qui tient la clé de tout ça. Alors, on va modifier l'avion pour qu'il soit conforme au simulateur, puis aussi les deux sens. Alors, on va voir ça en chimie et en biochimie. Alors, un endroit où c'est important, c'est la cosmologie et la climatologie, parce qu'on n'a pas droit à 2 expériences. Les gens qui travaillent sur le Big Bang n'ont pas droit à 2 expériences, hélas. Enfin, pour eux, pour nous, je ne sais pas. Et la climatologie, là, c'est beaucoup plus grave. La modélisation numérique est le seul moyen, et ça ne marche pas encore, le seul moyen de comprendre le climat, et ce n'est pas fait. Alors, prenons des exemples. Je vous ai parlé d'avions. Voici, par exemple, l'analyse de ce qui se passe, donc l'analyse par calcul du bruit d'un réacteur. C'est des expériences extrêmement dures à faire parce qu'on ne s'amuse pas à mettre des micros à la sortie d'un réacteur, sinon le pauvre micro, il est en mauvais état. Par contre, virtuellement, on sait très bien le faire. Et vous entendez un A380 passer, il fait beaucoup moins de bruit qu'un A320, alors qu'il est beaucoup plus gros. C'est dû à ça. Voilà les moteurs fusées, combustion de l'hydrogène et de l'oxygène. Là, c'est pareil, c'est assez chaud. Pour tout dire, Ariane 5, quand ça décolle, c'est chaud. Donc, on ne s'amuse pas à planter des thermomètres là-dedans. Et donc, on sait, là, c'est un extrait de film, on sait calculer ces turbulences qui... Alors, ce n'est pas encore parfait, bien entendu. Ce n'est pas facile, c'est 2,5 millions d'heures de calcul pour ce film. Vous me direz, 2,5 millions d'heures de calcul, comment on fait? On n'a pas 2,5 millions d'heures. Non, mais on a 2,5 millions de machines. Faut savoir que, par exemple, Google, ça doit être de l'ordre d'1 million d'ordinateurs. Donc le million d'ordinateurs, c'est une unité. On va avoir des machines avec 1 million de processeurs. Donc ça, c'est des choses faisables. Ah, voilà un truc qui intéresse les astronomes, l'explosion d'une supernova. C'est ce qui va arriver à notre Soleil dans quelques temps. Ça, ce n'est pas une expérience qu'on aura encore payée en chambre, et on espère qu'ils n'auront pas les budgets. Donc c'est l'explosion d'une étoile, étudier qu'est-ce qui peut se passer pendant l'explosion d'une étoile.
Et ils pensent qu'ils ne sont pas très loin de ce qu'ils observent, que bon, mais les modèles ne sont pas du tout stupides. Ça veut dire que la physique des petites échelles, on sait la faire passer aux grandes échelles par ces immenses calculs. Alors, si on va dans le vivant, alors on dit aux gens, mangez des protéines, mangez des protéines. Voilà une protéine, petite protéine. Vous voyez, c'est drôle, une protéine, ça a une géométrie bizarre. Vous voyez, il y a un corps d'atomes, puis il y a de longs filaments, c'est eux qui font le boulot. Et les protéines s'assemblent par assemblage géométrique. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur comprendre la géométrie de l'assemblage des protéines comme étant un moyen de rentrer plus en avant dans la biologie. Parce que la formule chimique des protéines, le nombre d'atomes qu'il y a, au bout d'un moment, ça ne dit pas du tout qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est beaucoup dû à la géométrie. Enfin, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et donc, par exemple, à l'INRAE, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Comprendre qu'est-ce que c'est que les protéines et comment elles arrivent à se mélanger et comment elles arrivent à se tromper les unes les autres, etc. Donc c'est évidemment un sujet très compliqué parce que la géométrie de ça, c'est compliqué. Et tous les gens qui font ça, ils sont complètement éclatés. Les chercheurs s'amusent beaucoup. Et ceux qui sont là, ils sont très bien là-dessus. La cellule. Une cellule, c'est compliqué. Donc un des beaux objectifs, c'est simuler une cellule. Pourquoi? Non pas pour simuler une cellule, mais pour donner de nouvelles pistes pour comprendre comment elle marche. Jusqu'à maintenant, en biologie, on s'est beaucoup intéressé aux molécules, à la chimie, etc. Mais en fait, ce sont des porteurs d'informations. Si vous regardez le système immunitaire, ce sont des porteurs d'informations. Et ces porteurs d'informations, on peut les étudier comme un système genre Internet, si on veut. Ça donne une autre vision qui n'est pas définitive. Et c'est le mélange de toutes ces visions. Il n'y aura plus de science unique. C'est le mélange de toutes ces visions qui est important. Le cœur. Alors, très grand projet français, CardioSense, à l'INRAE en particulier, mais avec beaucoup de médecins, la modélisation complète du cœur. Alors, le cœur, d'après les médecins, c'est un organe relativement simple comparé à d'autres, par exemple au cerveau. Mais vous voyez, on simule les battements de cœur. Alors là, c'est pas on fait mieux que ça, c'est pas très récent, mais c'est pas grave, c'est pour donner l'idée. Et vous voyez les triangles là. Donc en géométrie, on aime beaucoup les triangles. Donc vous avez un modèle géométrique, mais vous avez aussi le modèle des tissus, vous avez le modèle du liquide à l'intérieur, vous avez le modèle de la propagation électrique. Et il faut faire marcher tous ces modèles ensemble. Et avec ça, on voit par exemple le rendement du cœur qui est de 50%. Le rendement énergétique du cœur, ça rend jaloux tous les motoristes qui n'ont jamais dépassé 18. Voilà, ça c'est un bon cœur. Et puis par exemple, si vous avez un problème de transmission électrique, vous pouvez avoir un infarctus. Alors quel est l'intérêt de ces modèles-là? D'abord de comprendre comment voir le cœur autrement, de comprendre comment faire de l'anatomie en 3 dimensions. Les médecins vont se balader dans le cœur numériquement. Là, je vous montre que quelque chose de simple, mais on peut aller se balader dedans numériquement. Et puis surtout, avoir des modèles du cœur tels que quand on a un patient, on peut le comparer au modèle du cœur, on peut aider la chirurgie, aider les traitements. Ça commence à se mettre en place. Moi, je ne connais pas tellement ces sujets, mais ça commence à se mettre en place. Les médecins sont très intéressés, surtout sur le cœur, qui est quand même un organe de nature assez mécanique. On arrive à faire des choses assez remarquables. Alors là, je voudrais vous montrer quelque chose de plus récent, qui est dû à Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, et son groupe. Et il s'intéresse à la lecture en particulier. Il a écrit un livre qu'il faut lire. Je dis ça à tous les jeunes là, et même aux pas jeunes. Il faut lire ce livre. C'est un des plus beaux livres de science que je connaisse, qui s'appelle Les neurones de la lecture, qui va vous expliquer comment vous lisez. Alors là, c'est simplement un petit film de ce qui se passe dans votre cerveau pendant que vous lisez. D'accord? Et on voit en fait, là c'est le cerveau gauche, parce que le langage est à gauche. C'est pour ça qu'on lit à gauche Normalement, on lit à gauche. Et vous voyez, ici, ça démarre là, dans cette zone-là, qui est la zone où vous allez reconnaître les petites formes des lettres, les Y, les K, les petites pièces qu'il y a dans les lettres. Puis après, ça va ici s'assembler. Ça va s'assembler en syllabes. Et puis ces syllabes vont passer par diverses zones. Les zones où il y a des espèces de petits Google qui vont regarder dans les racines des mots. Et puis des zones dans le langage. Et ça permet de répondre à des questions très amusantes du genre, est-ce que lire le chinois et le français, c'est la même chose? Est-ce que l'alphabet chinois et l'alphabet français sont complètement différents ou pas? La réponse est non. Alors, bon, ces films, c'est une partie, bien sûr, des expériences. Il y a beaucoup d'autres choses dans ces expériences. Mais ça, c'est de l'imagerie numérique du cerveau en train de travailler. Ce que vous voyez là, c'est la consommation d'énergie dans le cerveau pendant que vous lisez. Donc, c'est de l'imagerie numérique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de l'IRM. Ça veut dire c'est de la physique sophistiquée, c'est du numérique sophistiqué, et après, c'est des neuropsychologues sophistiqués. Donc, c'est un mélange, encore une fois, de tout.
Et ça permet aux gens d'aider à comprendre les chemins que suit la lecture. Ce qui est absolument fascinant dans la lecture, c'est qu'il n'y a pas eu de mutation. Nous lisons avec notre cerveau de singe, puisque l'homme qui a inventé la lecture, c'est le même que celui qui a inventé l'écriture, mais un dixième de seconde après. Ça, c'est Philippe Guéluc qui dit ça à juste raison. Donc c'est extrêmement récent la lecture, c'est 4000 ans. Voilà. Donc je vous en ai montré un petit bout, mais c'est un sujet qui est en grande explosion par la richesse de son domaine. Il n'y a pas grand-chose qui échappe, par ses impacts sur les sociétés, l'industrie et la science, sur le marché du travail. Alors on ne se rend pas compte en Europe, on est en train de rater ça, mais en grand. Moi, je travaille avec Tata Consultancy Services en Inde. Quand je l'ai connu, c'était une petite boîte de 5000 personnes en 95. 5000 en Inde, c'est pas gros. Je suis allé en 2004 faire ce qu'on appelle le keynote speech annuel. Et ils étaient 75 000. Et en 2008, ils étaient 135 000. Ça veut dire qu'ils ont embauché une seule société, 65 000 personnes entre-temps, soit plus qu'on a fait d'ingénieurs en France. Donc c'est un énorme gisement d'emploi, mais l'Asie est vraiment dessus et nous, on n'a pas encore tout à fait compris. C'est en relation naturelle avec les mathématiques et aussi avec la démographie. Faut se rendre compte de plusieurs choses. D'abord, Big Brother est techniquement faisable. Pardon, Big Brother est presque techniquement fait, il faut être honnête. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, les gens ne se rendent pas compte encore de ça, mais on vous dit, on retrouve les terroristes grâce au téléphone cellulaire. Ça veut dire que vous aussi, on vous retrouve grâce au téléphone cellulaire. Il n'y a pas marqué téléphone cellulaire de terroriste quand ils l'achètent. Hein. Non, non, vous aussi, on vous retrouve. Il y a des caméras qui filment tout partout et comme ça permet de retrouver ce qu'on a envie de retrouver. Donc techniquement, on est à un degré extrêmement élevé de surveillance si on a envie. Pas surtout, par exemple, la loi actuelle, la mettre en place, ça va pas être du gâteau, parce que les contournements ce sont des lois qui sont faites par des gens qui ne sont pas numériques. Donc ils connaissent pas, ils sont pas le quart des idées que les gens numériques ont pour contourner ces lois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça marche pas. C'est pas simple. Hein. Mais il se pose des questions énormes dans tous les sens. Mais souvent, on voit les analyses à ces questions qui butent sur un fait, c'est la non-compréhension du sujet, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ne savent pas complètement de quoi ils causent, des fois. Et par exemple, pourquoi une idée qu'ils ont va être instantanément contournée complètement par quelqu'un. Par exemple, le fait n'importe qui puisse crypter l'information est quelque chose d'extrêmement délicat. Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Ron Rivest, qui a inventé un co-inventeur du code RSA. RSA, c'est Rivest Shamir Adelman, et c'est le code qui est utilisé dans beaucoup de communication Internet pour crypter les données. Et c'est un code très rigolo parce qu'il est invulnérable à condition qu'on ne sache pas factoriser un produit de nombres premiers. Vous voyez, les nombres premiers sont brusquement devenus des secrets militaires à une époque. C'est quand même assez étonnant. Et bon, on sait faire mieux maintenant que ces codes-là, on pourrait savoir faire mieux, mais la question est, on sait coder toutes les communications d'une personne A à une personne B de façon rigoureusement indécodable. Ça a posé d'énormes problèmes. Je veux dire, évidemment que dès qu'ils ont inventé ça, ils ont été mis sous le côté par les services secrets. Hein. Ils n'avaient pas du tout envie qu'il y ait des codes indécodables. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'il faut déjà comprendre que la puissance est toujours sous-estimée d'un grand facteur. Internet, à l'heure actuelle, va faire 2 milliards de personnes. Il va y avoir énormément d'objets sur Internet. Il va y avoir énormément de menaces sur Internet, mais il n'y a pas qu'Internet. Il va y avoir énormément de menaces. Les voitures ne sont pas dans un état raisonnable, selon moi. Les voitures très informatisées, le nombre de bugs qu'il y a dedans n'est pas raisonnable comparé à ce qu'on a dans les avions ou les trains. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout la même industrie. C'est une industrie qui est axée sur le coût, qui ne prend pas du tout les mêmes marges de précaution. Donc, c'est pas que les gens sont mauvais, c'est juste qu'ils ne mettent pas du tout le même effort. La sécurité dans les trains est un principe moral absolument majeur, dans les voitures aussi, mais l'informatique, c'est invisible, donc les gens ne prennent pas les bonnes précautions forcément. Dans tous les domaines de la société, il y a des changements majeurs qui sont en train de se faire. Il y a des changements majeurs dans l'éducation. L'éducation peut changer complètement. Il faut savoir que les cours au Collège de France ont été téléchargés 1 million de fois dans le premier semestre 2008. Ça veut dire que les cours de ce type, cours, je dirais, les cours de chaire ou cours magistraux, c'est pas forcément une bonne idée de les répéter, de les réinventer, de les refaire en moins bien.
On peut passer beaucoup plus de temps avec les élèves en interaction autour de ces cours, par exemple. Ça va modifier aussi beaucoup de choses. Donc, modifier l'enseignement, modifier le travail, puisque la notion de distance est abolie, la notion de... On n'a pas encore la visioconférence, mais ça va exister très vite. Alors, si vous me laissez encore 3 minutes, je vous montre quelque chose que j'avais complètement oublié de prévoir, mais heureusement je m'y pense. C'est que l'invention d'Internet est beaucoup plus ancienne que ce que vous pensez. Alors ça, évidemment, c'était pas un bug, c'était ma faute, là. Hop, on va aller là où il faut. Et je vais vous montrer des documents. Désolé, c'est pas facile de faire ça en étant debout. Alors, ça arrive. Je vais vous montrer des documents qui datent de 1893. Vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas Internet en 1893? Alors, allons-y. Vous allez voir, c'est affreux, l'imagination que peuvent avoir les gens. 1893, Albert Robida, dessinateur français très célèbre à l'époque, contemporain de Jules Verne, et je trouve extrêmement imaginatif. Le téléphone venait d'être inventé, et lui a trouvé que le téléphone, c'était pas rigolo parce qu'il n'y avait pas d'image. Donc il ne s'intéressait absolument pas à la technique, ce qui l'intéressait, c'était les usages. Donc il a tout de suite transformé le téléphone en quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui s'appelait ici le téléphonoscope. Donc vous voyez, la première chose qu'il fait, c'est de regarder des beaux spectacles. Mais Albert Robida avait beaucoup d'idées dans la tête. Deuxième chose qu'il a faite, le téléenseignement. Alors, vous remarquerez que c'est une femme qui suit les cours, d'accord? Et je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui les donne, ce n'est pas complètement clair là. Le téléenseignement, les cours par téléphonoscope, donc c'est ce qu'on fait au Collège de France quelque temps après. Le sac de Pékin présenté aux Parisiens, donc ce n'était pas les matchs de foot dans la rue sur écran géant, c'était le sac de Pékin présenté aux Parisiens en direct, toujours 1893. La vente en ligne, le e-commerce, rayon des soieries, c'est quand même assez extraordinaire. Facebook généralisé en vidéo, trinquer avec sa famille. Donc on voit bien qu'il y en a un qui est quelque part dans les régions froides en Russie, il y en a un qui est plutôt du côté de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, on ne sait pas trop, un qui est dans les îles. On ne sait pas encore tout à fait faire ça, mais ça va venir. Hein. On essaye parce qu'il faudrait quand même bien y arriver. Ça, c'est fantastique. Le phono-opérographe emportait son opéra au sommet d'une montagne. Donc vous voyez, le lecteur MP3 est à peu près conforme à ce qu'on est gamin de maintenant. Le piolet n'est pas tout à fait conforme. Et le plus beau, que personnellement je suggère au Collège de France comme affiche, hein, l'autobus culturel, dans lequel on peut se brancher sur poésie légère, nouvelle, philosophie, roman du jour, poésie mélancolique, auteur gai ou économie politique. Et vous avez ici Albert Robida, qui a l'oreille gauche sur auteur gai et l'oreille droite sur philosophie, ce qui montre que c'était un homme éclectique. Merci.